Le soleil de l'après-midi frappait implacablement l'autoroute A6, sur ce tronçon qui traversait la banlieue parisienne avant de se perdre vers l'intérieur du pays. L'asphalte fumait sous la chaleur de décembre, et l'odeur de terre sèche se mêlait au diesel des camions qui passaient bruyamment. Là, sur un accotement poussiéreux près d'un agglomérat de maisons simples, un homme vêtu d'un costume italien froissé par le désespoir marchait de porte en porte, tenant une affiche qui tremblait dans ses mains. L'image imprimée sur le papier montrait le visage d'une fillette de 8 ans, aux cheveux châtains et aux yeux doux, sous le mot qui martelait sa poitrine, « disparu ». Robert Dubois Chevalier, 52 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, n'aurait jamais imaginé se retrouver là, dans cet endroit que ses projets urbanistiques n'atteindraient jamais, mendiant des informations sur sa propre fille. Depuis 9 jours, sa vie s'était effondrée comme un immeuble sans structure. 9 jours depuis qu'Isabelle, sa petite belle, avait disparu de l'hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine sans laisser de traces. 9 jours de recherche frénétique, d'offres de récompenses atteignant des sommes absurdes, d'articles dans les journaux télévisés, de nuits blanches à parcourir chaque recoin de la ville. Sa gorge était sèche, non seulement à cause de la chaleur mais aussi de la fatigue de répéter la même question des centaines de fois. « Avez-vous vu cette fillette ? S'il vous plaît, toute information. Elle a 8 ans. Elle portait une robe bleu clair quand elle est partie. S'il vous plaît. » Les gens le regardaient avec pitié, secouèrent la tête négativement, et il continuait, chaque rejet pesant comme du plomb sur ses épaules. Le milliardaire qui construisait des gratte-ciel était là, réduit à un père désespéré qui n'avait plus rien d'autre que l'espoir. C'est alors que, s'approchant d'une construction improvisée de bois et de bâches, une jeune fille maigre de pas plus de 16 ans apparut au portail. Elle portait des vêtements simples, délavés par l'usage et le soleil, et ses pieds nus étaient démarqués par la terre rouge du sol. Ses yeux, cependant, avaient une intensité qui fit s'arrêter Robert. La jeune fille regarda l'affiche qu'il tenait, et pendant un instant qui parut durer une éternité, son expression changea. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. « Je la connais », dit la jeune fille, sa voix ferme coupant le bruit lointain de la circulation. Robert sentit son cœur s'emballer. Ses jambes faillirent en le lâcher. « Où ? Où est-elle ? S'il vous plaît, emmenez-moi à elle !» Sa voix sortit étranglée, désespérée, les mots trébuchant les uns sur les autres. La jeune fille ne bougea pas immédiatement. Elle étudia Robert avec une prudence qu'il n'attendait pas, comme si elle évaluait si elle pouvait lui faire confiance. « Elle va bien. Elle est en sécurité. Mais avant de vous y emmener, vous devez comprendre une chose. Elle ne s'est pas perdue. Elle s'est enfuie. » Le mot tomba sur Robert comme un éclair. Enfuie. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi sa fille s'enfuirait-elle? Elle avait tout. Un hôtel particulier, avec piscine chauffée, une chambre pleine de jouets, des vêtements importés, les meilleures écoles. Que pouvait vouloir de plus une enfant? Il ouvrit la bouche pour protester, mais la jeune fille continua, sa voix maintenant plus douce, presque maternelle. Elle est venue ici seule, à pied. Elle avait peur, mais ne voulait pas rentrer. Elle a dit que dans cette grande maison, elle se sentait plus seule que dans la rue. Nous l'avons accueillie parce qu'il semblait que personne ne le faisait là-bas. Robert chancela en arrière, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Les mots de la jeune fille résonnaient dans son esprit. Chaque syllabe une accusation. Seul. Personne ne le faisait. Il avait toujours cru qu'il faisait de son mieux pour Isabelle. Après le départ de Marine, sa femme, 3 ans auparavant, victime d'une maladie soudaine qui ne laissa aucune chance, Robert s'était plongé dans le travail comme moyen de survivre à la douleur. Chaque contrat signé, chaque nouveau projet, était une tentative de construire un avenir solide pour sa fille. Il voulait qu'elle ne manque jamais de rien, qu'elle ait toutes les opportunités qu'il n'avait pas eues enfant, grandissant dans un quartier populaire de la banlieue Est. Mais là, sur cette route poussiéreuse, devant une adolescente qui avait à peine de quoi manger, Robert commença à comprendre qu'il avait échoué à l'essentiel. Il avait tout donné, sauf la seule chose dont Isabelle avait vraiment besoin, lui-même. « S'il vous plaît, emmenez-moi à elle », implora-t-il, sa voix se brisant. « Je dois la voir, je dois lui demander pardon. » La jeune fille hocha lentement la tête. « Je vais vous y emmener,
Mais vous devez promettre une chose. Quand vous la verrez, vous ne la disputerez pas. Vous ne la ferez pas se sentir coupable. Elle a déjà trop souffert. » Robert acquiesça d'un hochement de tête frénétique, incapable de parler. Il suivit la jeune fille à travers un labyrinthe de ruelles étroites, entre des cabanes en bois et des maisons en briques apparentes. Des enfants jouaient pieds nus dans la terre, des femmes étendaient du linge sur des cordes improvisées, des hommes conversaient en petits groupes. C'était un monde complètement différent du sien, un monde qu'il aidait à construire, à travers ses projets immobiliers, mais qu'il n'avait jamais vraiment vu de près. L'ironie ne lui échappa pas. Il construisait des immeubles pour les riches, tandis que des gens comme ceux-là vivaient en marge, invisibles. Plus il marchait, plus Robert réalisait à quel point il était éloigné de la réalité de sa propre fille. Il ne connaissait pas le nom de sa meilleure amie à l'école. Il ne savait pas quelle était sa couleur préférée. Il ne savait pas si elle avait encore peur du noir, comme quand elle était plus jeune. Il supposait simplement que tant que les factures étaient payées et que les jouets continuaient d'arriver, tout irait bien. Quelle erreur monumentale! Quelle cécité imparfaite! La jeune fille s'arrêta devant une structure qui pouvait à peine être appelée une maison. C'était une cabane faite de morceaux de bois récupérés, avec un toit de bâche bleue maintenu par des pierres et des cordes. « Elle est là-dedans, avec ma petite sœur. Elles sont devenues amies. » Robert inspira profondément, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions. Peur, soulagement, culpabilité, honte, tout se mélangeait en un écheveau impossible à démêler. Il hocha la tête et la jeune fille ouvrit l'entrée de bâche. La lumière du soleil de l'après-midi inondait l'intérieur sombre, révélant deux petites figures assises sur le sol en terre battue. L'une d'elles était Isabelle. Elle était plus maigre, le visage sale de terre, la robe bleue qu'elle portait le jour de sa fugue maintenant déchirée et tachée. Mais ses yeux que Robert voyait chaque fois qu'il fermait les paupières ces 9 derniers jours, brillaient d'une lumière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle était vivante, elle était en sécurité, et étonnamment, elle souriait en jouant avec une autre fillette, encore plus maigre et plus sale qu'elle. Quand Isabelle leva les yeux, et le vit debout à l'entrée, son sourire disparut. La peur revint dans ses yeux, et elle se recroquevilla, comme si elle attendait une réprimande. Robert sentit son cœur se briser en millions de morceaux. Sa propre fille avait peur de lui. Non pas peur d'être battue ou de cris, mais quelque chose de pire. Peur de le décevoir, d'être un fardeau, de ne pas être suffisante. « Belle », murmura-t-il, sa voix défaillante. Il s'agenouilla sur le sol en terre, sans se soucier du costume coûteux qu'il était en train de ruiner. « S'il te plaît, pardonne-moi pour tout. » Les larmes commencèrent à couler, silencieuses et libératrices, des larmes qu'il ne s'était pas permises depuis les funérailles de Marine, des larmes qui portaient 3 ans de douleurs refoulées, d'absence, d'erreurs accumulées. Isabelle le regarda confuse, toujours recroquevillée. Elle n'était pas habituée à voir son père pleurer, elle n'était pas habituée à le voir vulnérable. « Papa » murmura-t-elle, sa voix petite et incertaine. Robert ouvrit les bras, une invitation sans mots. « S'il te plaît, laisse-moi te serrer dans mes bras. Laisse-moi réparer ça. » Isabelle hésita. Elle regarda son amie, à côté, qui lui fit un signe d'encouragement. Puis, lentement, elle se leva et marcha vers son père. Quand Robert la serra dans ses bras, sentant son petit corps fragile contre sa poitrine, il sut que sa vie avait changé pour toujours. Plus rien n'importait. Ni les contrats millionnaires, ni les prix d'entrepreneur de l'année, ni les dîners avec les investisseurs. Rien de tout cela ne valait la douleur qu'il avait causée, le vide qu'il avait laissé grandir. « Je vais changer, Belle, je te le promets. Je serai présent, je serai le père que tu mérites. » Isabelle ne répondit pas, mais il sentit ses petits bras se serrer autour de son cou. Et ce fut une réponse suffisante. C'était un début, un nouveau départ. Et Robert était déterminé à ne pas gâcher cette seconde chance. 2 semaines avant ses retrouvailles en banlieue, la vie de Robert Dubois-Chevalier était une vitrine impeccable de succès. Dans son appartement de 300 mètres carrés avec vue sur le bois de Boulogne, tout était conçu pour impressionner. Marbre italien au sol, œuvres d'art au mur, meubles de designers renommés. La piscine à débordement sur le balcon donnait l'impression de pouvoir plonger directement dans le ciel de Paris.
C'était le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines de décoration et d'architecture, toujours accompagné d'articles élogieux sur l'entrepreneur visionnaire qui avait transformé une petite entreprise de construction familiale en un empire du marché immobilier. Pour ceux qui regardèrent de l'extérieur, Robert avait réalisé le rêve français. Fils d'un maçon et d'une couturière, il avait grandi en partageant une minuscule chambre avec 3 frères dans une maison de 2 pièces à Bobigny. Dès son enfance, il aidait son père le week-end, portant des briques et mélangeant du ciment, rêvant du jour où il n'aurait plus besoin de se salir les mains. Il a étudié à l'école publique, griffonné des plans de maisons imaginaires sur ses cahiers et a obtenu avec beaucoup d'efforts une bourse à la faculté de génie civil. C'est là qu'il a rencontré Marine, une étudiante en architecture au sourire lumineux et aux rêves aussi grands que les siens. Ils se sont mariés jeunes, ont travaillé ensemble à la construction de chaque brique de leur avenir. Marine était la créativité, lui l'exécution. Ensemble, ils étaient imparables. Et quand Isabelle est née par un froid matin de juin, Robert a senti que sa famille était enfin complète. Il s'est promis que cette fillette ne connaîtrait jamais les difficultés qu'il avait traversées. Elle aurait tout. Mais la vie a une façon cruelle de changer les plans. Il y a 3 ans, Marine a commencé à avoir des maux de tête constants. Au début, ils ont pensé que c'était du stress, un excès de travail. Quand ils ont finalement cherché de l'aide médicale, il était trop tard. Le diagnostic est tombé comme une sentence, une tumeur agressive, inopérable. En quelques mois, Marine est partie emportant avec elle la lumière de la maison. Isabelle n'avait que 5 ans lorsqu'elle a vu sa mère pour la dernière fois, dormant dans une chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et le désespoir. Robert n'a plus jamais été le même. Il s'est plongé dans le travail avec une obsession qui frôlait l'autodestruction. Chaque projet était une évasion, chaque affaire conclue était une tentative de combler le vide. Il a développé l'entreprise, racheté des concurrents, signé des contrats dans 3 régions. L'entreprise de construction Dubois-Chevalier était partout, et lui aussi. Réunion à 7 heures du matin, dîner d'affaires à 9 heures du soir, voyage à Lyon, Marseille, Bordeaux. Il se disait qu'il faisait cela pour Isabelle, pour assurer son avenir. Mais la vérité qu'il n'admettait jamais, c'est qu'être à la maison dans ces pièces qui résonnaient encore de l'absence de Marine était insupportable. Isabelle, de son côté, a appris à être invisible. Elle se levait, était préparée par la nounou, allait à l'école privée la plus chère de la région, rentrait, faisait ses devoirs seule, dînait seule, s'endormait seule. Le week-end, son père promettait de l'emmener au parc, au cinéma, n'importe où, mais un imprévu survenait toujours. Un client important, une urgence sur le chantier, une négociation qui ne pouvait attendre. Isabelle a cessé de demander, a cessé d'attendre. Elle a simplement accepté que c'était sa réalité, une petite fille riche qui avait tout sauf de la compagnie. Les seules conversations qu'ils avaient étaient rapides, fonctionnelles. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? Bien, papa. Tu as besoin de quelque chose? Non, papa. Tu es heureuse? Oui, papa. Robert n'a jamais réalisé que toutes les réponses étaient mécaniques, répétées, dites seulement pour ne pas l'inquiéter. Il n'a jamais réalisé que sa fille s'éteignait peu à peu, se transformant en une ombre silencieuse qui circulait dans les pièces luxueuses comme un fantôme. C'est dans ce scénario d'absence que Patricia Lambert est apparue. Robert l'a rencontrée lors d'un événement caritatif organisé par des entrepreneurs parisiens, un de ces dîners où l'on payait 10 000 € le couvert et l'argent allait soi-disant à une cause noble. Elle était éblouissante dans une robe rouge, conversant avec animation avec un groupe d'investisseurs. Grande, blonde, avec un sourire étudié et une posture de celle qui est habituée au feu de la rampe, Patricia semblait exactement le type de femme qui appartenait à ce monde. Ils ont commencé à discuter et Robert s'est senti fasciné. Patricia avait réponse à tout, savait exactement quoi dire dans chaque situation, connaissait des personnes importantes, parlait de voyages internationaux avec une désinvolture enviable. Elle travaillait selon elle comme consultante en images pour dirigeants, aidant les entrepreneurs à construire leur marque personnelle. Elle était sophistiquée, cultivée, et semblait réellement intéressée par Robert, ou du moins c'est ce qu'il voulait croire. La solitude est une terrible conseillère.
Robert, qui depuis 3 ans ne permettait à personne de s'approcher suffisamment pour le blesser, a vu en Patricia une possibilité de nouveau départ. Elle était différente de Marine, et c'était peut-être exactement ce dont il avait besoin. Quelqu'un qui ne portait pas les souvenirs douloureux, qui ne faisait pas partie de ce passé qu'il essayait de laisser derrière lui. Ils ont commencé à se voir. Dîner, événements, week-end. Patricia était toujours impeccable, disait toujours les bonnes choses, lui faisait toujours sentir qu'il reprenait le contrôle de sa vie. 4 mois plus tard, lorsque Patricia a suggéré qu'il se marie, Robert n'a guère hésité. Il s'est dit qu'Isabelle avait besoin d'une figure maternelle, de quelqu'un qui serait présente quand lui ne le pourrait pas. Patricia avait rencontré la fillette quelques fois, se montrant toujours attentive et affectueuse. Isabelle était timide, réservée, mais Patricia disait que c'était normal, qu'elle gagnerait peu à peu la confiance de la fillette. Robert a cru, il voulait croire. Le mariage fut discret, réservé aux amis proches et à la famille, ou plutôt ce qu'il en restait. Les frères de Robert étaient présents, mais s'étonnèrent de la précipitation. Sa mère, Madame Bénédicte, une femme de 70 ans avec plus de sagesse que de diplôme, regarda Patricia avec méfiance pendant toute la cérémonie. Ensuite, en privé, elle tira son fils à part. « Robert, mon fils, es-tu sûr de ça? Tu connais à peine cette femme. Est belle? Tu lui as demandé ce qu'elle en pensait ?» Robert écarta les préoccupations de sa mère avec un sourire fatigué. « Maman, tu t'inquiètes trop. Patricia est une bonne femme. Ce sera bon pour Isabelle d'avoir quelqu'un à la maison. Je ne peux pas être là tout le temps. » Madame Bénédicte soupira, secouant la tête. « Tu fuis, mon fils, tu fuis la douleur. Mais un jour, elle te rattrapera, et ce sera pire. » Il n'écouta pas. Il pensait que sa mère était excessivement prudente, attachée à des valeurs anciennes selon lesquelles le mariage nécessitait des années de fréquentation. Le monde moderne était différent, plus pratique, et Patricia semblait trop parfaite pour être une erreur. Les premiers jours après le mariage furent tranquilles, presque idylliques. Patricia prit les rênes de la maison avec une efficacité militaire. Elle réorganisa la décoration, changea le personnel, établit de nouvelles routines. Robert y voyait le signe qu'elle s'installait, prenait racine. Il ne réalisa pas que chaque changement éloignait un peu plus les souvenirs de Marine, effaçait un autre morceau du passé auquel Isabelle s'accrochait encore. Avec Isabelle, Patricia maintenait un masque de gentillesse chaque fois que Robert était là. « Bonjour, mon amour. Comment s'est passée l'école? On va choisir une jolie robe pour toi? Tu veux que je te coiffe ?» Tout cela dit avec un sourire parfait, une voix mélodieuse. Robert se sentait soulagé, croyant qu'il avait fait le bon choix. Mais dès qu'il partait travailler, le masque tombait. Patricia ne criait pas, ne frappait pas, ne faisait rien qui laissait des marques visibles. Sa cruauté était plus subtile, plus raffinée. Elle ignorait simplement Isabelle. Elle traitait la fillette comme un meuble gênant qui était sur son chemin. Quand Isabelle essayait de parler, Patricia répondait par des monosyllabes, sans quitter des yeux son téléphone portable. Quand la fillette voulait montrer un dessin de l'école, Patricia soupirait avec impatience, disant qu'elle était occupée par des choses importantes. Les règles de la maison changèrent radicalement. Isabelle ne pouvait plus jouer dans le salon, car cela désorganisait la décoration. Elle ne pouvait pas manger dans la cuisine, car cela faisait de la saleté. Elle avait des horaires stricts pour tout, se lever, manger, étudier, dormir. Tout écart était reçu par une réprimande froide et cinglante. « Tu n'as aucune considération pour personne. Ton père travaille si dur pour te donner tout ça, et tu ne fais que des bêtises. Quelle ingrate !» Isabelle, à seulement 8 ans, commença à se sentir coupable d'exister. Elle essayait d'être parfaite, de ne pas faire de bruit, de ne rien demander, de ne pas attirer l'attention. Mais rien n'était jamais suffisant. Patricia trouvait toujours quelque chose à critiquer. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements étaient mal assortis, elle mangeait trop lentement, elle parlait trop fort, elle était égoïste, de vouloir l'attention de son père quand il rentrait fatigué du travail. Et quand Isabelle essayait, timidement, de parler à son père de la façon dont Patricia la traitait, il était toujours trop épuisé pour comprendre. « Belle, tu dois comprendre que Patricia essaie d'aider. Elle veut que tu deviennes une jeune fille bien élevée, responsable. Sois reconnaissante d'avoir quelqu'un qui se soucie de toi. Je ne peux pas tout faire seule. » Chaque fois qu'elle entendait cela,
Isabelle se refermait un peu plus. Elle comprit que ses plaintes étaient considérées comme de l'ingratitude, comme un caprice. Alors elle cessa d'essayer. Elle garda tout en elle, ce poids écrasant de solitude et de rejet, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus contenir. La goutte d'eau fit déborder le vase un jeudi après-midi étouffant, 3 semaines après le mariage de Robert et Patricia. Le ciel de Paris était chargé de nuages gris qui promettaient un orage, mais la pluie s'obstinait à ne pas tomber, laissant l'air lourd et suffocant. Robert était parti à Marseille ce matin-là, pour une réunion avec des investisseurs d'un nouveau projet résidentiel à Cannes. Il ne reviendrait pas avant le week-end. C'était toujours comme ça. Voyage soudain, réunions impératives, engagements qui ne pouvaient attendre. Isabelle était dans sa chambre, le seul endroit de la maison où elle se sentait encore un minimum en sécurité. C'était une pièce immense, plus grande que le salon de nombreuses maisons, décorée de meubles sur mesure dans des tons de rose et de blanc. Il y avait un lit de princesse avec un baldaquin, une bibliothèque remplie de livres qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire, une télévision grand écran qui était rarement allumée. Mais ce qu'Isabelle aimait le plus dans cette chambre, c'étaient les dessins éparpillés sur le sol. Des feuilles et des feuilles de papier couvertes de crayons de couleur et de feutre, représentant ses souvenirs. Elle dessinait obsessivement ces derniers mois. Elle dessinait sa mère, toujours souriante, toujours belle, avec ses longs cheveux qui sentaient la lavande. Elle dessinait les dimanches où Marine était encore en vie, quand les 3 allaient au parc et pique-niquaient sur l'herbe. Elle dessinait l'ancienne maison, plus petite et plus chaleureuse que cet hôtel particulier glacial où ils vivaient maintenant. Chaque dessin était une tentative de maintenir vivante la mémoire d'un temps où elle se sentait aimée, où elle n'était pas un fardeau, où son existence apportait de la joie et non de l'ennui. Cet après-midi-là, elle terminait un dessin spécial. C'était l'anniversaire de Marine qui approchait et Isabelle voulait faire quelque chose de beau. Elle s'appliqua sur chaque détail. La robe jaune que sa mère portait aux fêtes, le collier de perles que son père lui avait offert, le sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. À côté de Marine, Isabelle se dessina elle-même, petite et heureuse, tenant la main de sa mère. C'était une scène d'un passé qui semblait de plus en plus lointain, presque irréel, comme si cela était arrivé à une autre personne. Le bruit de pas fermes dans le couloir la sortit de sa concentration. Isabelle reconnut immédiatement la démarche de Patricia, ce bruit de talons hauts qui annonçait toujours quelque chose de désagréable. La porte s'ouvrit sans que personne n'ait frappé. Patricia entra dans la chambre avec une expression irritée, ses yeux parcourant la pièce comme si elle inspectait un champ de bataille. « Mais quel désordre, Isabelle! Je ne t'ai pas dit que je ne voulais pas de papier éparpillé sur le sol. Cette maison n'est pas une décharge. » Isabelle se recroquevilla. « Pardon, Patricia. Je dessinais juste. Je vais tout ranger maintenant. » Patricia avança dans la chambre, ses talons résonnant sur le parquet. Elle commença à ramasser les dessins du sol avec des gestes brusques, en froissant certains au passage. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Ces dessins étaient tout ce qu'elle avait de sa mère, les seuls souvenirs tangibles d'un temps meilleur. « Attention, s'il vous plaît, » murmura Isabelle, la voix presque inaudible. « Ils sont spéciaux pour moi. » Patricia s'arrêta, regardant les papiers dans ses mains. Elle étudia les dessins avec une expression de dédain. « Tout ça, c'est à propos de ta mère, n'est-ce pas? Tu vis prisonnière du passé, ma petite. Ce n'est pas sain. Ton père a déjà surmonté ça, il a tourné la page. Pourquoi tu n'y arrives pas ?» Isabelle sentit des larmes brûler ses yeux, mais elle s'efforça de ne pas les laisser couler. Elle avait appris que pleurer devant Patricia était considéré comme une faiblesse, comme de la manipulation. « Je voulais juste me souvenir d'elle. C'était ma mère. »« C'était. » Patricia accentua le mot avec cruauté. « Ce n'est plus. Je suis la maîtresse de maison. Maintenant, et tu dois l'accepter. Ces souvenirs ne te font que du mal. Tu dois grandir, mûrir. » Sans avertissement, Patricia se dirigea vers la corbeille à papier dans le coin de la chambre et y jeta les dessins. Pas tous, seulement quelques-uns, mais parmi eux se trouvait le dessin qu'Isabelle venait de terminer, celui spécial de l'anniversaire de sa mère. La fillette se leva d'un bond, le cœur brisé. « Non, s'il vous plaît, ne les jetez pas. J'en ai besoin. » Patricia se tourna vers elle avec une expression glaciale. « Tu n'as besoin de... rien de tout ça.
Tu as une belle maison, des vêtements chers, de la nourriture sur la table. Ton père travaille comme un forçat pour te donner tout ça, et tu ne sais que pleurer pour quelqu'un qui n'est plus là. C'est de l'ingratitude, Isabelle. Pure ingratitude. Isabelle resta paralysée, les mots de Patricia la frappant comme des flèches. Elle voulait crier, voulait se défendre, voulait dire qu'elle n'était pas ingrate, qu'elle voulait juste être aimée, qu'elle voulait juste que quelqu'un la voie. Mais les mots ne sortaient pas. Sa voix était coincée quelque part au fond de sa gorge, étouffée par des mois de silence. Patricia sortit de la chambre sans un mot de plus, laissant la porte ouverte derrière elle. Isabelle courut vers la corbeille à papier et récupéra ce qu'elle put, mais le dessin spécial était déchiré en deux, inutilisable. Elle tint les morceaux de papier dans ses mains tremblantes, voyant le visage souriant de sa mère divisé, brisé. Quelque chose en elle se brisa aussi à ce moment-là. Une décision commença à prendre forme dans son esprit, encore floue, encore effrayante, mais de plus en plus inévitable. Elle ne pouvait plus rester là, dans cette maison énorme et vide, où sa propre présence était perçue comme un inconvénient, où ses souvenirs étaient traités comme des ordures, où on lui rappelait constamment qu'elle n'était pas désirée. Isabelle avait 8 ans, mais la douleur qu'elle portait était bien plus grande que son âge, et cet après-midi-là, avec le dessin déchiré de sa mère dans les mains, elle décida qu'elle méritait mieux. Elle méritait d'être vue, d'être entendue, d'être aimée. La nuit tomba lentement sur Paris. Isabelle ne descendit pas dîner, arguant qu'elle n'avait pas faim. Patricia ne prit même pas la peine d'insister, satisfaite d'avoir un repas sans la présence silencieuse de sa belle-fille. Isabelle attendit dans son lit, faisant semblant de dormir, jusqu'à entendre les pas de Patricia monter l'escalier vers la chambre principale. La maison plongea dans le silence, rompu seulement par le bourdonnement lointain de la climatisation et le bruit occasionnel des voitures sur l'avenue en contrebas. Quand l'horloge sonna minuit, Isabelle se leva. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que le son résonnerait dans les couloirs et réveillerait Patricia. Avec des mouvements lents et prudents, elle enfila un sweatshirt par-dessus son pyjama, chaussa ses baskets les plus confortables et prit son sac d'école. À l'intérieur, elle ne mit que l'essentiel, un change de vêtements, son portefeuille avec un peu d'argent qu'elle avait économisé de son argent de poche, une bouteille d'eau et la photo encadrée de sa mère qui se trouvait sur sa table de chevet. Elle regarda autour de la chambre une dernière fois, cet espace qui aurait dû être son refuge, mais qui était devenu juste une autre prison luxueuse. Descendre les escaliers fut la partie la plus difficile. Chaque marche grinçait, chaque son semblait amplifié 1000 fois dans le silence de l'aube. Isabelle s'arrêta plusieurs fois, le cœur battant à tout rompre, attendant d'entendre la porte de la chambre s'ouvrir et la voix de Patricia l'appeler. Mais rien ne se passa. La maison resta silencieuse, indifférente à sa fugue. La porte d'entrée avait un verrou électronique, mais Isabelle avait vu le code être tapé des centaines de fois. Elle pressa les chiffres avec des doigts tremblants et le mécanisme se déverrouilla avec un léger clic. L'air de la nuit la frappa comme une gifle froide, et pendant un instant, elle hésita. Elle pouvait encore revenir, monter les escaliers, se coucher dans son lit, faire semblant que rien ne s'était passé. Mais alors elle se rappela le dessin déchiré, les mots cruels, les mois de solitude. Non, elle ne reviendrait pas. Isabelle commença à marcher. Elle n'avait pas de plan, ne savait pas où aller. Elle savait juste qu'elle devait s'éloigner de cette maison, de ce quartier de manoirs et de hauts murs, où tout était parfait à l'extérieur et vide à l'intérieur. Elle suivit les rues désertes de Neuilly-sur-Seine, passant devant des résidences fermées et des guérites avec des gardes endormis qui ne prêtèrent aucune attention à une fillette marchant seule. Le ciel s'ouvrit enfin et la pluie commença à tomber. D'abord quelques gouttes éparses, puis une tempête furieuse qui trempa Isabelle en quelques minutes. Elle continua à marcher, tremblant de froid, mais déterminée. La pluie lavait ses larmes, se confondait avec elle, et il y avait quelque chose de libérateur là-dedans. C'était comme si elle était purifiée, nettoyée de toute la douleur accumulée. Des heures passèrent. Isabelle ne savait plus depuis combien de temps elle marchait. Ses pieds lui faisaient mal, ses vêtements étaient collés à son corps, et la fatigue commençait à peser. L'adrénaline de la fuite laissait place à la peur. Qu'avait-elle fait? Où allait-elle?
Que se passerait-il quand le soleil se lèverait et que tout le monde se rendrait compte qu'elle avait disparu? C'est alors qu'elle vit les premières maisons simples, différentes des manoirs qu'elle connaissait. Des cabanes en bois, quelques constructions en briques sans enduit, des rues en terre battue transformées en bourbiers par la pluie. Elle était arrivée en banlieue sans même s'en rendre compte, guidée seulement par un instinct de s'éloigner de ce qu'elle connaissait. Là, mouillée et épuisée, Isabelle s'arrêta finalement. Ses jambes fléchirent et elle s'assit sur une marche en béton sous une petite marquise qui offrait une certaine protection contre la pluie. « Je ne sais pas quoi faire maintenant », murmura-t-elle à personne, serrant son sac à dos contre sa poitrine. La photo de sa mère était à l'intérieur, protégée. C'était tout ce qui importait. L'aube arriva lentement, teintant le ciel de tons orangés qui se mêlaient au gris des nuages, qui ne s'étaient pas encore complètement dissipés. La pluie avait cessé quelques heures auparavant, laissant derrière elle d'énormes flaques et une odeur de terre mouillée qui imprégnait tout. Isabelle était toujours assise sur cette marche, serrant son sac à dos, le corps endolori par le froid et l'épuisement. Elle avait somnolé quelquefois, mais la peur la maintenait en état d'alerte constante. Chaque bruit la faisait sursauter, chaque ombre semblait menaçante. Les premières personnes commencèrent à circuler dans la communauté. Des hommes avec des gamelles en route pour le travail, des femmes ouvrant des portes pour balayer l'eau de pluie, des enfants courant pieds nus dans les ruelles. Isabelle se recroquevilla encore plus, essayant de devenir invisible. Elle ne savait pas comment ces gens réagiraient en la voyant là, une fillette clairement hors de son environnement naturel, avec des vêtements qui, même mouillés et sales, étaient visiblement chers. C'est alors qu'une voix douce la tira de ses pensées. « Tu vas bien ?» Isabelle leva les yeux et vit une jeune fille debout devant elle. Elle semblait avoir 15 ou 16 ans, était trop maigre, avec des vêtements rapiécés et des pieds nus marqués par des callosités, mais ses yeux avaient une gentillesse qu'Isabelle n'avait pas vue depuis longtemps. Une gentillesse sincère, sans arrière-pensée, sans exigence. Isabelle essaya de parler, mais sa voix sortit rauque et tremblante. « Je ne sais pas, je crois que oui. » La jeune fille s'agenouilla à ses côtés, l'étudiant attentivement. « Tu es mouillé et tu trembles. Depuis combien de temps es-tu ici? Tu habites près d'ici ?» Isabelle secoua la tête, incapable de former des phrases complètes. Les larmes recommencèrent à couler, silencieuses et persistantes. La jeune fille ne posa plus de questions. Elle tendit simplement la main. « Viens. Tu as besoin de te sécher et de manger quelque chose. Tu peux me faire confiance. Je m'appelle Julia. » Isabelle hésita juste une seconde avant d'accepter la main tendue. Il y avait quelque chose dans la voix de Julia, dans sa posture, qui inspirait confiance. Elle se leva, les jambes tremblantes, et suivit la jeune fille à travers un labyrinthe de ruelles étroites. Les gens qui passaient regardaient avec curiosité, mais personne ne posa de questions. Là, apparemment, chacun s'occupait de ses propres douleurs et difficultés. Julia la conduisit à une construction précaire au fond d'une impasse. C'était une cabane faite de morceaux de bois de récupération, de vieux contreplaqués et d'une bâche bleue qui servait de toit. Il n'y avait pas de porte adéquate, juste un rideau de tissu délavé qui flottait au vent. Mais quand Isabelle entra, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'accueil. À l'intérieur, l'espace était minuscule. Un mince matelas sur le sol recouvert de draps usés mais propres, quelques caisses de marché servant d'étagère, une boîte de peinture transformée en table improvisée. Et assise sur le matelas, jouant avec des poupées faites de tissus et de bâtons, se trouvait une fillette encore plus petite qu'Isabelle. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Elle avait les mêmes yeux que Julia, les mêmes traits délicats que la malnutrition ne parvenait pas à effacer complètement. « C'est Clairette, ma petite sœur », présenta Julia avec une fierté évidente dans la voix. « Claire, regarde, j'ai ramené une amie pour nous. » Claire leva les yeux et sourit, un sourire si pur et innocent qu'il serra le cœur d'Isabelle. « Salut, tu veux jouer avec moi ?» Isabelle ne put répondre, absorbant encore cette réalité si différente de la sienne. Julia prit une vieille serviette, mais propre d'une des caisses, et la lui tendit. « Sèche tes cheveux et enlève ce sweatshirt mouillé. Je vais te faire un thé chaud. » Isabelle obéit machinalement, observant Julia allumer un réchaud improvisé fait d'une boîte de conserve et commencer à chauffer de l'eau dans une bouilloire cabossée.
La simplicité de tout cela était choquante pour quelqu'un habitué aux appareils électroménagers de dernière génération et aux employés toujours disponibles. Mais il y avait quelque chose de plus là, quelque chose que l'hôtel particulier n'avait pas, la chaleur humaine. « Comment t'appelles-tu » demanda Julia, en mettant des sachets de thé bon marché dans l'eau chaude. « Isabelle. Mais vous pouvez m'appeler Belle. »« Belle. Joli nom. » Julia lui tendit une tasse ébréchée mais pleine de thé, chaud. « Claire, va chercher dans le coffre la blouse de Colette pour Belle, pendant que ses vêtements sèchent. » Claire obéit promptement, heureuse de pouvoir aider. Elle apporta une blouse à manches longues, usée mais chaude, et Isabelle échangea son sweatshirt mouillé contre elle. Elle était trop grande, sentait le savon de Marseille, et c'était la chose la plus réconfortante qu'elle ait ressentie depuis des mois. Julia s'assit à côté d'elle, l'observant attentivement. « Tu n'as pas besoin de me raconter quoi que ce soit si tu ne veux pas, mais si tu as besoin de parler, je suis là pour écouter, sans juger. » Isabelle tint la tasse de thé à 2 mains, sentant la chaleur se répandre dans ses doigts gelés. Et puis, pour la première fois depuis longtemps, elle parla. Elle raconta l'histoire de sa mère qui était partie, de son père toujours absent, de sa belle-mère cruelle qui la traitait comme un fardeau. Elle raconta les dessins déchirés, la solitude écrasante, le sentiment de n'appartenir à aucun endroit. Les mots sortaient en sanglots, désorganisés, mais Julia écoutait tout attentivement, sans l'interrompre. Quand Isabelle eut enfin terminé, épuisée par la confession, Julia resta silencieuse quelques instants. Puis elle parla, sa voix chargée d'une sagesse qui allait au-delà de ces quelques années. « Tu t'es enfuie parce que tu cherchais quelque chose que tu avais perdu, un endroit où tu te sentes vue, entendue, aimée. Je comprends ça. » Isabelle la regarda, surprise. « Et toi, tu fuis aussi quelque chose ?» Julia esquissa un sourire triste. « Pas exactement. Notre mère nous a quittés il y a 3 ans. Elle est simplement partie un jour et n'est jamais revenue. Nous vivions dans un foyer gouvernemental, mais c'était horrible. Des enfants battus par les éducateurs, de la nourriture avariée. Personne ne se souciant de personne. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai décidé que nous partirions de là. J'ai pris Claire et nous sommes venus ici. J'ai construit cette cabane avec du bois que j'ai ramassé. J'ai trouvé quelques petits boulots de recyclage et nous nous débrouillons. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. Et ici, personne ne nous frappe, personne ne crie. Nous sommes libres. » Isabelle absorba ces mots, ressentant un mélange d'admiration et de culpabilité. Julia, avec si peu, avait plus de courage et de détermination qu'elle n'en aurait jamais. Et, pourtant, il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement de l'acceptation et une force silencieuse qui venait d'avoir survécu au pire. Claire s'approcha timidement, tenant une de ses poupées de chiffon. « Belle, tu veux rester ici avec nous ?» Julia dit toujours que plus on partage, plus on a. Isabelle regarda les 2 sœurs, cette cabane précaire qui les protégeait à peine des éléments, et quelque chose en elle s'apaisa. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait pas un fardeau, un inconvénient. Là, dans cet endroit si différent de tout ce qu'elle connaissait, elle était la bienvenue. « Si vous me laissez, j'adorerais rester. » Julia sourit, une décision prise. « Alors reste, mais tu dois comprendre les règles. Ici, on partage tout. La nourriture, la couverture, le travail, rien n'est gratuit. Si tu restes, tu devras aider. Tu peux le faire ?» Isabelle acquiesça avec vigueur. « Oui, je peux. Je promets que je vais aider en tout. » Et ainsi commença une routine complètement nouvelle pour Isabelle. Les jours suivants, elle apprit ce que signifiait vivre avec l'essentiel. Julia se levait avant le lever du soleil pour ramasser des matériaux recyclables. Et Isabelle se mit à l'accompagner, l'aidant à trier le carton, les canettes, les bouteilles. Le travail était épuisant. Ses mains délicates se durcirent rapidement. Son dos lui faisait mal à force de porter de lourds sacs. Mais il y avait un but à cela. Il y avait une utilité. Elle n'était plus cet enfant inutile qui ne faisait qu'entraver. Claire, malgré son jeune âge, avait aussi ses fonctions. Elle allait chercher de l'eau au robinet communautaire, aidait à laver le linge au lavoir collectif et maintenait la cabane organisée. Les 3 formèrent une petite équipe, chacune contribuant comme elle le pouvait. Le soir, elles partageaient le peu qu'elles avaient. Du pain avec de la margarine, parfois un œuf dur, occasionnellement un poulet en sauce quand la récolte du jour avait été bonne. Pour Isabelle, tout cela était surréaliste.
Elle, qui avait toujours tout, n'avait maintenant rien et, paradoxalement, se sentait plus complète. Julia et Claire la traitaient d'égal à égal, comme une famille. Il n'y avait pas de critiques constantes, pas d'exigences absurdes. Il n'y avait que de la camaraderie, des rires partagés, des histoires racontées à la lueur des bougies quand l'électricité improvisée faisait défaut. Un soir, alors que les trois étaient couchés sur le matelas partagé, Claire serrée contre Isabelle d'un côté et Julia de l'autre, Isabelle murmura dans l'obscurité. « Merci de m'avoir accueilli. Vous me connaissez à peine, mais vous me traitez mieux que les gens qui devraient m'aimer. » Julia lui serra la main. « La famille, ce n'est pas seulement le sang, Belle. La famille, c'est ceux qui restent, qui prennent soin, qui partagent. Et maintenant, tu fais partie de notre famille, quoi qu'il arrive. » Isabelle sentit des larmes couler, mais c'étaient des larmes différentes. Pas de douleur, mais de gratitude. Là, dans cette cabane qui ne protégeait pas bien de la pluie ni du froid, elle avait trouvé ce que son hôtel particulier n'avait jamais offert, un vrai foyer. Robert reçut l'appel au milieu d'une réunion importante avec des investisseurs à Marseille. Il présentait les plans d'un nouveau complexe résidentiel quand son téléphone portable commença à vibrer avec insistance. Normalement, il l'aurait ignoré. Mais quelque chose dans le motif des appels répétés fit son instinct paternel s'activer. Il s'excusa et décrocha, sortant de la salle de conférence. C'était Patricia, sa voix débordant d'une inquiétude qui semblait presque trop théâtrale. « Robert, tu dois rentrer tout de suite. Isabelle a disparu, elle n'est nulle part dans la maison. J'ai cherché dans toutes les pièces. J'ai demandé au gardien. Personne n'a rien vu. Je ne sais pas quoi faire. » Le monde de Robert s'arrêta à cet instant. Les mots de Patricia résonnaient dans son esprit, mais n'avaient aucun sens. Disparu? Comment ça, disparu? Isabelle était une fillette de 8 ans, timide, qui sortait à peine de sa chambre. Comment pouvait-elle simplement disparaître? Il annula tout immédiatement. La réunion, les engagements de la semaine, tout cessa, d'importer. Il prit le premier vol de retour pour Paris, les 2 heures de voyage semblant durer une éternité. Son cerveau travaillait en mode frénétique, imaginant des scénarios de plus en plus terrifiants. Enlèvement? Quelqu'un avait-il pénétré dans la maison? S'était-elle blessée et avait besoin d'aide quelque part? Chaque possibilité était pire que la précédente. Quand il arriva chez lui, il trouva Patricia impeccablement vêtue, maquillée, recevant les policiers dans le salon avec une posture d'hôtesse contrôlée. Quelque chose dans cette scène dérangea Robert, mais il ne put identifier quoi. Peut-être était-ce le fait que Patricia semblait plus préoccupée par les apparences que réellement désespérée, ou peut-être n'était-ce que sa propre culpabilité qui déformait sa perception. Les policiers posèrent les questions de routine. Quand avait-on vu la fillette pour la dernière fois? Avait-elle un endroit préféré? Y avait-il des signes d'effraction? Robert répondit machinalement, mais son esprit était ailleurs. Il monta dans la chambre d'Isabelle, ayant besoin de voir de ses propres yeux, ayant besoin de comprendre. La chambre était exactement comme d'habitude, organisée, propre, trop parfaite pour une enfant de 8 ans. Mais il y avait quelque chose de différent. Robert remarqua immédiatement. Les dessins qu'Isabelle laissait toujours éparpillés sur le sol n'étaient plus là. Il ouvrit les armoires, fouilla les tiroirs, chercha les papiers que sa fille passait des heures à créer. Il en trouva quelques-uns froissés dans la poubelle, déchirés, jetés. Son cœur se serra. Il descendit les escaliers avec les dessins déchirés dans les mains, cherchant Patricia. Il la trouva dans la cuisine, servant du café aux policiers. « Patricia, qu'est-il arrivé aux dessins d'Isabelle? Pourquoi sont-ils déchirés dans la poubelle ?» Patricia se tourna vers lui avec une expression d'irritation mal dissimulée. « Robert, ce n'est pas le moment pour ça. Elle avait mis un désordre dans la chambre, je lui ai demandé de ranger. Quelques papiers ont fini dans la poubelle accidentellement. Cela n'a rien à voir avec sa disparition. Mais cela avait. Robert savait que cela avait. Il connaissait peu sa fille. Mais il savait que ses dessins étaient importants pour elle. C'était sa façon de se connecter à la mémoire de sa mère, de maintenir vivante quelque chose qu'il avait lui-même essayé d'enterrer. Si Patricia avait jeté ses dessins, si elle avait minimisé quelque chose d'aussi important pour Isabelle, qu'avait-elle fait? D'autres? Quelles autres cruautés petites et invisibles avait-elle commises quand il ne regardait pas? L'enquête officielle commença en force.
Robert mobilisa toutes les ressources qu'il avait. Il engagea des détectives privés, offrit des récompenses très élevées, fit paraître l'affaire dans les principaux journaux télévisés du pays. La photo d'Isabelle était partout, journaux, télévision, réseaux sociaux. L'homme d'affaires milliardaire cherche désespérément sa fille disparue. L'histoire avait tout ce que les médias adoraient, drame, richesse, mystère. Mais tandis que les caméras tournaient et que les journalistes faisaient leurs reportages sensationnalistes, Robert s'effondrait intérieurement. Chaque minute qui passait était une torture. Chaque appel téléphonique qui n'apportait aucune nouvelle était un coup. Il ne pouvait pas manger, ne pouvait pas dormir. Il parcourait simplement la ville, de commissariat en commissariat, de communauté en communauté, montrant la photo de sa fille à quiconque voulait la voir. C'est au cours de ses recherches que Robert commença à percevoir des choses. De petits détails qui auparavant passaient inaperçus. La façon dont Patricia avait toujours une excuse prête, toujours une explication parfaite pour tout. Comment elle se souciait plus de ce que les voisins et la presse disaient que du fait qu'Isabelle avait disparu. Comment elle n'avait jamais, à aucun moment, versé une larme sincère. La troisième nuit après la disparition, Robert ne put plus ignorer ses soupçons. Il engagea un détective privé, non pas pour chercher Isabelle, mais pour enquêter sur Patricia. Ce qu'il découvrit le laissa nauséeux. Patricia Lambert n'était pas celle qu'elle prétendait être. Son vrai nom était Patricia Silva, et elle avait un historique étendu de relations avec des hommes riches, 5 mariages précédents, tous terminés par des divorces contentieux, tous la voyant partir avec une somme d'argent significative. Elle était spécialiste de la manipulation d'hommes solitaires et vulnérables, exactement comme Robert l'était quand il l'avait rencontré. L'enquêteur apporta d'autres informations dévastatrices. Pendant les 4 mois de fréquentation, Patricia avait commencé à transférer des sommes du compte joint que Robert, naïvement, avait créé pour faciliter les dépenses de la maison. De petites sommes au début qui avaient augmenté progressivement. Elle avait également tenté à 2 reprises de convaincre Robert de mettre des propriétés à son nom, toujours avec des excuses convaincantes concernant la planification fiscale et la protection du patrimoine. Mais ce qui choqua le plus Robert fut le témoignage d'une des employées qui avait été licenciée peu après le mariage. La femme raconta, les larmes aux yeux, comment Patricia traitait Isabelle quand Robert n'était pas à la maison. Les critiques constantes, la froideur, l'isolement délibéré. Elle avait essayé d'alerter Robert avant d'être renvoyée, mais lui, aveuglé par l'illusion d'avoir trouvé une compagne, n'avait pas écouté. « Je suis désolé, monsieur Robert, » dit l'ex-employé, se tordant les mains nerveusement. « J'aurais dû insister davantage, j'aurais dû protéger cette fillette. Elle était si discrète, si triste, toujours à essayer de ne pas déranger, toujours à s'excuser d'exister. Une enfant ne devrait pas être comme ça. » Robert écouta, tout en silence, chaque mot un couteau s'enfonçant plus profondément dans sa poitrine. Il avait échoué envers Isabelle de toutes les manières possibles. Il avait choisi le travail au lieu de la présence, l'argent au lieu de l'amour, et finalement, il avait fait entrer chez lui quelqu'un qui avait rendu la vie de la fillette insupportable. Il était coupable. Pas Patricia, mais lui. Car même si elle était cruelle, c'est lui qui avait permis, qui avait validé, qui avait ignoré les signes. Le 6e jour de recherche, Robert reçut un appel anonyme. Une voix masculine, hésitante, dit avoir vu une fillette ressemblant à Isabelle dans la banlieue sud. Robert nota l'adresse et s'y rendit immédiatement, sans prévenir la police, sans prévenir Patricia. Quelque chose lui disait qu'il devait faire cela seul. Il arriva à l'endroit indiqué alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de rouge. C'était une communauté pauvre avec des maisons entassées et des rues en terre, si différentes du monde de béton et de verre qu'il construisait. Il commença à montrer la photo d'Isabelle aux gens, et pour la première fois depuis des jours, il vit de la reconnaissance dans les yeux de quelqu'un. Une vieille dame, assise, sur le pas de sa porte, regarda la photo et acquiesça. « J'ai vu cette fillette. Elle est avec Julia et Clairette, là, dans la rue en bas. Ces 2 petites orphelines qui vivent seules. On essaie d'aider comme on peut, mais c'est difficile. Ce sont de bonnes petites, travailleuses. » Robert sentit ses jambes fléchir. Isabelle était là, dans cette communauté, vivant avec d'autres enfants en situation de vulnérabilité. Sa fille, qui avait tout, avait choisi de vivre avec ceux qui n'avaient rien.
La signification de cela était dévastatrice. Il remercia la dame et continua dans la direction indiquée, le cœur battant à tout rompre. C'est alors qu'il vit Julia, la jeune fille de 16 ans qui serait le pont pour retrouver sa fille. Elle rentrait d'une journée de travail portant de lourds sacs de matériaux recyclables. Robert s'approcha, tenant l'affiche avec la photo d'Isabelle, et posa la question qui changerait tout. « Connaissez-vous cette fillette ?» Et quand Julia répondit que oui, quand elle dit qu'Isabelle s'était enfuie parce qu'elle se sentait plus seule dans l'hôtel particulier que dans les rues, Robert comprit enfin l'ampleur de son échec. Il avait construit un empire, mais perdu ce qui importait vraiment. Il avait tout donné, sauf l'essentiel. Et maintenant, là, sur cette route poussiéreuse, il allait devoir prouver qu'il méritait une seconde chance. « S'il vous plaît, » Robert implora, sa voix se brisant. « Emmenez-moi à elle. Je dois demander pardon, je dois réparer ça. Quoi qu'il en coûte, je réparerai. » Julia l'étudia longuement, évaluant si elle pouvait faire confiance à cet homme au costume froissé et aux yeux désespérés. Puis, lentement, elle acquiesça. « Je vais vous y emmener, mais vous devez comprendre une chose. Elle va bien ici. Elle est en sécurité, elle est prise. Tu es en charge. Si vous revenez et que vous ne changez rien, si vous continuez à être le père absent que vous étiez, il vaudra mieux la laisser ici avec nous. » Robert déglutit, acceptant la dure vérité de ces mots. Il suivit Julia à travers le labyrinthe de ruelles, chaque pas pesant comme du plomb, jusqu'à arriver enfin à cette cabane précaire où sa fille avait trouvé ce que l'hôtel particulier n'avait jamais offert, un véritable accueil. L'étreinte entre le père et la fille dans cette cabane précaire dura une éternité. Robert tenait Isabelle comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse de nouveau, et la fillette, initialement raide et effrayée, commença peu à peu à se détendre dans les bras de son père. C'était la première étreinte véritable qu'ils échangeaient depuis des mois, peut-être des années. Une étreinte sans hâte, sans que le père ne regarde sa montre, sans la préoccupation des réunions ou des appels téléphoniques. Juste un père et une fille se reconnectant à travers le silence et le toucher. Quand ils se séparèrent enfin, Robert essuya les larmes du visage d'Isabelle avec une délicatesse qu'elle ne se souvenait pas qu'il possédait. « Je suis désolé, Belle. Je suis désolé pour tout. J'ai été un père horrible. J'ai cru que donner de l'argent, donner des choses, suffisait. Mais ce n'était pas le cas. Tu avais besoin de moi, et je n'étais pas là. » Isabelle regarda son père avec ses grands yeux honnêtes. « Je voulais juste que tu me vois, papa, c'est tout. Je n'avais pas besoin de jouets ni de vêtements chers. J'avais juste besoin de toi. » Les mots étaient simples, mais portaient un poids écrasant. Robert acquiesça, incapable de parler un instant. Puis il regarda autour de la cabane, voyant pour la première fois les conditions dans lesquelles sa fille vivait. Le sol en terre battue, les murs qui tenaient à peine, le mince matelas qui servait de lit. Et là, observant tout avec un mélange de fierté et de prudence, se tenaient Julia et Claire, les deux fillettes qui avaient accueilli sa fille quand lui avait échoué. Robert se leva et s'approcha de Julia. Il avait beaucoup de questions, mais une seule chose importait vraiment à ce moment-là. « Merci. Merci d'avoir pris soin de ma fille quand je ne le faisais pas. Merci de lui avoir donné ce que j'aurais dû lui donner. Sécurité, accueil, amour. » Julia croisa les bras, toujours sur la défensive. « Je n'ai rien fait de spécial. N'importe quelle personne décente aurait fait la même chose. La question est, qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous la ramener dans cette maison où elle était malheureuse? Allez-vous continuer à travailler 16 heures par jour et la laisser seule avec cette femme? » La mention de Patricia fit durcir le visage de Robert. « Non, cette femme ne s'approchera plus d'Isabelle. Je sais déjà tout. J'ai découvert qui elle est vraiment, ce qu'elle faisait. Et quant au travail, cela va changer aussi. Ma fille est plus importante que n'importe quelle affaire. »« Et nous ?» demanda Claire d'une petite voix, tenant la main de Julia. « Belle va partir, et nous ne la verrons plus jamais ?» Robert regarda les deux sœurs, ces enfants qui survivaient avec si peu, mais avaient tant à offrir. Une idée commença à prendre forme dans son esprit. Une idée qui était peut-être la seule vraie façon de compenser ses erreurs. « Non, vous ne perdrez pas Isabelle, parce que vous viendrez avec nous. » Julia le regarda avec méfiance. « De quoi parlez-vous? Je parle de vous donner ce que vous méritez. Une vraie maison, de la nourriture sur la table, une éducation. Isabelle m'a dit que vous l'avez accueillie.
que vous lui avez fait sentir qu'elle faisait partie d'une famille. Maintenant, je veux faire la même chose pour vous. Je veux que vous veniez vivre avec nous, pas comme des employés, pas comme de la charité, comme une famille. » Julia resta silencieuse, assimilant l'offre. C'était tentant, effroyablement tentant, mais elle avait appris à se méfier des promesses trop belles. Et quand on vous irritera, quand on ne saura pas utiliser correctement les couverts, quand on parlera mal, quand vos amis riches nous regarderont de travers, que se passera-t-il alors? Robert s'agenouilla pour être à la hauteur des deux fillettes. Alors j'apprendrai à être patient. J'apprendrai que ce qui compte, ce n'est pas comment on utilise les couverts, mais la bonté que vous avez dans le cœur. Et quant à mes amis riches, qu'ils aillent au diable. S'ils ne vous acceptent pas, ce ne sont pas des amis que je veux avoir. Ce fut Isabelle qui brisa l'impasse. Elle se leva et s'approcha de Julia et Claire, prenant leurs mains. « S'il vous plaît, venez avec nous. Je ne veux pas vous perdre. Vous êtes mes sœurs maintenant. » Claire regarda Julia avec des yeux pleins d'espoir, et la sœur aînée finit par céder. « D'accord, on va essayer. Mais si les choses tournent mal, si vous redevenez le père absent que vous étiez, on partira. Et cette fois, on emmènera Belle avec nous. » Robert acquiesça d'un signe solennel. « C'est juste, j'accepte ces termes. » Le retour à Neuilly-sur-Seine fut surréaliste. Les trois fillettes, entassées sur la banquette arrière de la voiture de Robert, Isabelle au milieu tenant les mains de ses nouvelles sœurs. Julia et Claire regardaient par la fenêtre avec un mélange de fascination et de peur, voyant le paysage passer de maisons simples à des immeubles rutilants, de rues en terre à de larges avenues arborées. Quand elles arrivèrent à l'hôtel particulier, avec ses portails automatiques et ses jardins parfaitement entretenus, Clairette murmura « On va vraiment habiter ici ?»« Oui, bien sûr, » répondit Robert, et pour la première fois depuis des jours, un sourire sincère éclairait son visage. « C'est votre maison maintenant. » Patricia était dans le salon quand ils entrèrent. Elle se leva immédiatement en voyant Isabelle, son visage adoptant une expression de soulagement théâtral. « Isabelle, Dieu merci, tu vas bien. J'étais si inquiète. » Mais alors elle remarqua Julia et Claire, sales et vêtues de vêtements déchirés, debout timidement derrière Robert. Son visage changea, le masque d'inquiétude laissant place au dédain. « Que font ces fillettes ici? Robert, elles vont salir toute la maison. Renvoie-les et appelle la police pour les ramener d'où elles viennent. » Robert marcha, lentement vers Patricia, son visage un masque de colère contenue. « Ces fillettes restent. Ce sont elles qui sont chez elles maintenant. C'est toi qui pars. » Patricia eut un rire nerveux. « Ne sois pas ridicule, Robert. Je suis ta femme. Tu ne peux pas simplement me renvoyer. »« Je le peux et je le ferai. » Robert ouvrit la mallette qu'il portait et jeta des documents sur la table basse. « Je sais tout, Patricia. Ou devrais-je t'appeler Silva? Je connais tes mariages précédents, tes fraudes, tes transferts illégaux. J'ai des preuves de tout. Et plus important encore, j'ai des témoins de la façon dont tu as traité ma fille. Comment tu l'as humiliée, isolée, jeté ses biens les plus précieux. » Patricia pâlit. Elle tenta d'argumenter, d'inventer des excuses, mais Robert ne lui laissa aucune place. « Tu as 1 heure pour prendre tes affaires personnelles et partir. Tout ce que tu as acheté avec mon argent reste ici. Mes avocats préparent déjà la demande de divorce pour fraude. Tu n'emporteras rien qui ne t'appartienne pas. »« Tu vas le regretter, » cracha Patricia avec venin. « Je vais détruire ta réputation, je vais raconter à tout le monde que tu m'as mise à la porte, que tu as préféré 2 traînées de la rue à ta propre femme. » Les mots furent une erreur. Robert fit un pas en avant, sa voix dangereusement basse. « Fais attention à ce que tu dis d'elle. Ces fillettes ont plus de dignité et de caractère dans leurs petits doigts que toi dans tout ton corps. Maintenant, sors de ma maison, avant que j'appelle la police. » Patricia comprit qu'elle avait perdu. Elle monta les escaliers furieusement, et 1 demi-heure plus tard, elle sortait par la porte avec 2 valises, lançant un dernier regard de haine à tous. Un regard qu'Isabelle reçut sans peur, protégée par la présence de son père et de ses nouvelles sœurs. Les mois suivants furent ceux de la transformation. Robert tint sa promesse. Il délégua la présidence exécutive de l'entreprise à un associé de confiance et n'assuma plus que le rôle de conseiller, travaillant de chez lui la plupart du temps. Pour la première fois depuis des années, il était présent. Il se levait avec Isabelle, prenait le petit déjeuner avec elle, l'emmenait à l'école,
l'aidait pour ses devoirs, dînait avec elle tous les soirs. Les conversations qui étaient auparavant mécaniques et superficielles devinrent profondes et vraies. Julia et Claire s'adaptèrent peu à peu. Au début, tout était étrange et intimidant. L'énorme maison, les chambres individuelles, la quantité absurde de nourriture. Julia refusa d'arrêter complètement de travailler, insistant pour aider autant que possible. Robert respecta cela, comprenant que travailler faisait partie de son identité, de sa force. Alors, il l'inclut dans l'entreprise familiale, lui enseignant le génie civil, l'emmenant visiter des chantiers. Julia absorbait tout avec une intelligence aiguisée par la survie, et Robert vit en elle un potentiel immense. Claire, en 1900, revanche, s'épanouit différemment. Elle fut inscrite à la même école qu'Isabelle, et pour la première fois de sa vie, elle eut accès à des cours réguliers, à des jeux avec d'autres enfants, à une véritable enfance. Elle prit un peu de poids, son visage perdant cette apparence affamée, et son sourire devint encore plus fréquent. Madame Bénédicte, la mère de Robert, visitait souvent la maison maintenant, pouvant enfin exercer le rôle de grand-mère qu'elle avait toujours désiré. Elle enseignait des recettes traditionnelles aux trois fillettes, racontait des histoires de l'enfance humble de Robert, et devint une figure fondamentale dans la reconstruction de cette famille. « Je te l'avais dit, mon fils, dit-elle un jour, en regardant les trois fillettes jouer dans le jardin. Je t'avais dit que tu fuyais la douleur, mais tu as retrouvé le chemin, et tu as ramené 2 bénédictions supplémentaires. » Le divorce de Patricia fut réglé rapidement. Avec toutes les preuves de fraude et de maltraitance émotionnelle envers Isabelle, elle n'avait aucune base pour exiger quoi que ce soit. Elle sortit de la vie de Robert de la même manière qu'elle y était entrée, rapidement et sans laisser rien de valeur. Il n'entendit plus jamais parler d'elle, et c'était exactement ce qu'il voulait. Un an après les retrouvailles en banlieue, la famille était complète et transformée. Robert avait vieilli, mais d'une manière différente. Non plus le vieillissement du stress et de l'épuisement, mais de la sagesse et de la paix. Isabelle n'était plus cette fillette silencieuse et effrayée. Elle parlait, riait, jouait. Elle suivait une thérapie une fois par semaine et traitait peu à peu les traumatismes, construisant une confiance qui n'existait pas auparavant. Julia étudiait le génie civil dans l'une des meilleures universités de Paris, avec une bourse intégrale que Robert insista pour qu'elle accepte. Elle maintenait son indépendance, travaillant à temps partiel dans l'entreprise de construction, mais elle avait maintenant un toit sûr et une famille qui la soutenait. Claire se découvrait à travers l'art, dessinant constamment, et Robert tenait à encadrer chaque œuvre, les accrochant au mur à côté des souvenirs de Marine. Un samedi soir, tous étaient réunis dans le salon. Non pas le salon de réception formel que Patricia avait insisté pour maintenir impeccable, mais le salon que Robert avait réaménagé pour être confortable et accueillant. De grands canapés, des plaids doux, une télévision où ils regardaient des films ensemble. Isabelle était allongée entre Julia et Claire, toutes trois regardant une comédie en mangeant du pop-corn. Robert observait depuis son fauteuil, le cœur débordant de gratitude. Isabelle remarqua le regard de son père et sourit. « À quoi penses-tu, papa ?» Robert sentit ses yeux s'embuer mais n'essaya pas de le cacher. « Je pense à comment j'ai failli tout perdre, comment j'ai failli te perdre, et à la chance que j'ai d'avoir une seconde chance, de vous avoir toutes les trois. Vous êtes mon plus grand trésor, pas les immeubles, pas l'argent, vous. » Julia s'éclaircit la gorge, émue. « Tu sais, quand Belle est apparue ce matin-là, mouillée et effrayée, j'ai cru que j'aidais juste une autre enfant perdue. Je n'imaginais pas que je gagnais une famille, une vraie famille. » Claire se blottit plus près d'Isabelle. « Moi aussi, j'ai toujours voulu une sœur. Maintenant, j'en ai 2. » Isabelle serra les 2 dans ses bras, puis tendit la main à son père. « Et j'ai mon papa de retour, le vrai papa, pas celui qui ne venait que pour dormir. » Robert les rejoignit sur le canapé, les 4 personnes qui formaient sa famille maintenant. Une famille qui n'était pas parfaite, qui avait des cicatrices et des histoires difficiles, mais qui était réelle, qui était construite sur des bases solides d'amour, de présence et d'engagement. Cette nuit-là, tandis que les fillettes s'endormaient enfin après le film, Robert resta éveillé un peu plus longtemps, les observant. Il pensa à Marine, à quel point elle aurait été fière de l'homme qu'il était devenu. Non pas l'homme d'affaires prospère qui construisait des gratte-ciel,
mais le père présent qui construisait des souvenirs. Il lui murmura un merci silencieux, à elle, à Julia, à la vie qui lui avait donné une seconde chance. Car Robert avait enfin compris la leçon la plus importante. Le vrai luxe ne réside pas dans les hôtels particuliers, ni dans les comptes bancaires. Il réside dans les câlins avant de dormir, dans les conversations pendant le dîner, dans les rires partagés, dans la certitude que l'on appartient et que l'on est aimé. Il réside dans les personnes qui restent, qui prennent soin, qui choisissent d'être présentes même quand c'est difficile. Et tandis que le sommeil le gagnait enfin, Robert sut qu'il avait retrouvé le chemin de sa maison. Non pas la maison de briques et de ciment, mais la maison qui se construit au fond du cœur, brique par brique d'amour et de présence. Une maison qu'aucune tempête ne pourrait abattre, car elle était ancrée dans ce qui importe vraiment. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Robert, Isabelle, Julia et Claire a profondément touché vos cœurs. Ce récit nous rappelle que la famille ne se définit pas par le sang ou la richesse, mais par la présence, l'attention et l'amour véritable. Si cette histoire a résonné en vous, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime sur cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des récits qui célèbrent la complexité de la vie, les défis de la parentalité et le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Laissez en commentaire quel moment de l'histoire vous a le plus ému, ou partagez votre propre expérience sur la famille et les nouveaux départs. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Ne manquez pas nos prochains contenus, car nous continuerons à vous apporter des histoires qui réchauffent le cœur et renouvellent la foi en la bonté humaine. À la prochaine, et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour être présent dans la vie de ceux que nous aimons.